Bien, aujourd'hui, je vais reprendre le Macbeth de Shakespeare, mais avec Lacan. Attention, dans la vidéo précédente, j'ai fait un résumé avec une prolongation personnelle de ce que Freud avait proposé comme analyse détaillée du Macbeth, alors que Lacan ne se penche pas dans une analyse détaillée. Bien qu'il ait évoqué le Macbeth dans quelques séminaires, il ne va jamais, comme il a fait pour l'Hamlet, consacrer une analyse détaillée. Donc ici, je vais moi-même proposer une analyse avec les outils que nous retrouvons dans la pensée de Lacan. Qu'est-ce qui me pousse à faire cette analyse? Et donc à prendre les distances de celle de Freud. C'est que dans l'analyse de Freud, on traite ce qui se passe dans plusieurs endroits du Macbeth de Shakespeare comme s'il s'agissait de mécanismes névrotiques. Par exemple, quand Lady Macbeth veut effacer cette trace de sang en lavant continuellement, cette trace de sang, elle est bien réelle pour elle. C'est une hallucination, chose qui est complètement absente dans le cas de la névrose. Le névrotique ne voit pas réellement la trace de sang. Un névrotique, un obsessionnel, comme l'évoque Freud, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il verrait? Eh bien, c'est un tissu qu'il veut, ou bien les mains, qu'il veut continuellement laver, et chaque fois qu'il lave, eh bien, il est insatisfait, et il va relaver parce qu'il y a le doute, et qu'est-ce qui le pousse à se laver? C'est un sens de culpabilité, et si on va enquêter, ce sens de culpabilité se réfère à une trace de sang, par exemple. Et donc, ce qu'il veut, en lavant un tissu, par exemple, c'est d'effacer ce que lui, inconsciemment, imagine une trace, une saleté, qu'il se relie à quoi? À une pensée de meurtre, pas à un meurtre. Là aussi, il y a une différence. Ici, on va arriver à un meurtre dans Macbeth, alors que l'obsessionnel, c'est une pensée refoulée de meurtre. Et il ne voit pas de traces de sang. Déjà ici, on doit évoquer un autre mécanisme de défense. Dans le cas de Lady Macbeth, il faut plutôt parler d'un mécanisme qui a été surtout décrit par Lacan, la forclusion. C'est-à-dire que, après avoir poussé Lady Macbeth, avoir poussé son époux à tuer, le meurtre a été accompli, elle ne va plus y penser. Elle ne va pas refouler. Il y aura forclusion. C'est-à-dire cette pensée, elle ne disparaît pas, mais elle n'est pas agencée avec des pensées. Il n'y a pas en effet dans le texte de Shakespeare, on ne voit pas après ce meurtre de Macbeth, on ne voit pas des pensées de Lady Macbeth autour du meurtre. Ne fût-ce que des pensées éloignées. De plus, quand Macbeth a cette hallucination après avoir tué le roi Duncan, eh bien, elle va être la partie forte. Elle va ressaisir son mari. Ressaisis-toi. Il y a des autres. Et à un moment donné, elle va, avec une force de volonté, comme si elle-même était le roi, congédier tous les autres. Donc, ici, Lady Macbeth n'a pas refoulé. Il y a eu forclusion. Et quand il y aura ce qu'on va essayer de comprendre par après dans cette analyse, il y aura une décompensation, eh bien, ce qui avait été forclos revient du côté du réel. La trace de sang qu'elle voit, qu'elle hallucine, elle la voit vraiment, réellement dans le réel, et elle veut l'effacer avec de l'eau. Mais cette trace ne peut pas être effacée. Voilà. Et donc ici, on voit bien que on doit évoquer des mécanismes de la psychose et pas de la névrose. Et de même, quand Macbeth devient roi,
il va avoir cette hallucination, il va voir le fantôme du roi Duncan apparaître parmi les personnes là, qui sont autour de lui. Voilà ce qui me pousse à proposer une analyse avec des outils issus du domaine de la psychose et les outils que Lacan avait forgés pour comprendre mieux la psychose. Commençons par Marc. Ici, je vois un parallèle assez frappant entre ce qui se passe cliniquement chez Marc et ce qui s'est passé chez Schreber. Alors, Schreber, ce n'est pas un roman. Schreber, c'est une personne en chair et os qui a vécu et qui a écrit ses propres mémoires, mais il a effectivement vécu, ce n'est pas un personnage fictif. Au sujet de Schreber, Lacan va se positionner sur la question de qu'est-ce qui a été le déclencheur de la psychose de Schreber. Alors là, il y avait plusieurs hypothèses et on évoquait la question, par exemple, d'avoir un enfant, de ne pas en avoir un enfant. Et là, Lacan dit, si on évoque cette question d'avoir un enfant, on peut avoir dans les deux cas un déclencheur de la psychose. À la fois quand on n'en a pas, à la fois quand on a un enfant. Donc, cette question d'avoir un enfant ou pas avoir un enfant n'était pas pour Lacan un vrai déclencheur. En revanche, c'est un détail de la biographie de Schreber qui va permettre à Lacan de se fixer sur un vrai déclencheur. C'est celui-là qui apparaît, c'est l'événement biographique qui apparaît quelques semaines avant que Schreber déclenche sa psychose. C'est quand il est nommé dans la plus haute charge au niveau de la justice. C'est là quand il occupe cette position la plus haute du pouvoir et de responsabilité qu'il est défaillant. Et là, il a une angoisse, et cette angoisse, après, le pousse à construire et construire tout un délire. Donc, ça, c'est ce qui, pour Lacan, est le déclencheur, et non pas la question des enfants. Et si c'est intéressant de rappeler aussi ce que Freud avait dit à ce sujet sur Marc cette fois-ci, parce que sur Marc il y a plusieurs interprétations qui vont se focaliser sur cette question de ne pas avoir de descendance, de ne pas avoir des enfants, qui pourrait être le déclencheur de toute sa cruauté. Eh bien, Freud dit on peut comprendre cette préoccupation si entre le moment où il monte sur le trône et le moment où il y a cette préoccupation passe quelques années, un bout de temps quand même. Et si on fait les calculs, dans le drame, dans la tragédie de Shakespeare, on peut plus ou moins fixer une semaine ou deux. C'est trop peu pour penser de préoccupation par rapport à avoir des enfants. Donc, de même que pour Marbert, ce n'est pas la question ne pas avoir des enfants qui va être le déclencheur, mais c'est quand il monte au trône. Comme le cas Schreber, c'est quand il va occuper une place de haute responsabilité, d'un pouvoir, alors que ce n'est même pas quand il tue le roi Duncan qu'il est pris par des hallucinations. C'est quand il a la couronne sur la tête. C'est à partir de là que s'enclenche l'hallucination et ensuite le délire. Comme dans le cas Schreber, il y a un événement biographique, ça, d'occuper une place de pouvoir et de responsabilité, qui provoque une angoisse ou une hallucination. On ne maîtrise pas ça, il va construire un délire qui est un délire paranoïaque. De même, dans le cas du roi Margbert, quand il occupe cette position, quand il monte sur le trône, il devient roi, c'est à partir de là qu'il va avoir l'hallucination, et donc ce moment angoissant, c'est là qu'on sent l'angoisse sur son visage, et à partir de là, il y a une décompensation, c'est un terme psychiatrique, qui va produire quoi? Ou bien le suicide, ou bien construire un délire. Et
le roi Macbeth construit un délire qui est un délire paranoïaque. C'est-à-dire, il y a la certitude que des personnes qui l'entourent lui veulent du mal, qui veulent être cruelles envers lui, et lui alors il va être cruel envers les autres et perpétrer des meurtres. Et finalement, pour Lacan, qu'est-ce qui est défaillant? Qu'est-ce qui n'a pas Schreiber, et on peut aussi dire le Macbeth, qui permettrait d'occuper cette place? Cette place qui est, tout compte fait, qui a été en partie désirée. Schreiber voulait aussi être placé dans la plus haute fonction. Macbeth aussi. C'est la forclusion du nom du père. C'est-à-dire qu'il y a un manque au niveau d'un signifiant qui va structurer toute la personne et permettre à un homme d'occuper certaines positions sans tomber dans des moments de fortes angoisses et de décompensation et de délire. Voilà les mises en perspective, le parallèle qui est assez frappant entre Macbeth et le cas Schreiber. Maintenant, il nous reste un vrai énigme. C'est Lady Macbeth. On aurait pu très bien construire un drame, une tragédie autour de cette problématique propre à Macbeth, sans en faire intervenir cet autre personnage qui est la femme qui est Lady Macbeth. Effectivement, ça c'est un énigme et ça demande un peu plus de réflexion. On va commencer par le début. Le début, et ça c'est frappant aussi que ça rappelle, ça évoque un peu l'atmosphère un peu de la psychose, c'est que il reçoit, au départ c'est Macbeth, reçoit ce message qui va devenir, cette prophétie qui va devenir un jour un roi, par les sorcières. Sa femme, Lady Macbeth, va prendre ce message. Elle le reçoit elle-même aussi. C'est ce message qui vient des sorcières, les sorcières qui sont un peu les intermédiaires entre l'ordre des choses, ce qui doit advenir, et les personnes, les humains. Et donc, elles vont transmettre à Macbeth ce message qui est du côté du grand autre, dirait Lacan, de l'ordre des choses. Cela doit advenir. C'est du côté du réel. Et Lady Macbeth le prend sur elle, ce message. Elle le prend sur elle et il faut le réaliser parce que il vient de l'ordre des choses qui doivent advenir. Qu'est-ce que, au fond, elle veut réaliser, elle, et après avoir convaincu Macbeth, qu'est-ce que Macbeth se réalise? C'est d'avoir, du côté de son mari, un vrai phallus. En mettant en pouvoir au trône son mari, elle pourra avoir finalement le phallus qu'elle a toujours attendu, qu'elle a vu défaillant dans son mari. Et son mari, qui hésite à vouloir réaliser ce meurtre, a tout de même ce désir, bien qu'il soit caché, d'occuper cette position. Mais il se trouve un peu défaillant. Et donc c'est aussi ce désir d'obtenir, d'être le phallus. Ensuite, qu'est-ce qui va être le déclencheur? Mais avant de parler de ça, ici on doit introduire une notion de la psychiatrie. C'est la folie à deux, que Lacan même avait au départ, avant même d'être connu, analysé, la folie à deux des sœurs Papes. Ici il faut évoquer la folie à deux, c'est-à-dire c'est que deux personnes vont avoir en tête de réaliser quelque chose, mais c'est grâce à la position plus convaincue de l'un que l'autre peut réaliser. Et ça se crée une petite folie à deux.
Ce que l'un ressent, l'autre va le ressentir. Ce que l'un propose, l'autre va le prendre. Et pouvoir ainsi réaliser ce que chacun ne pourrait pas réaliser tout seul. Folie à deux. On ne va pas aller trop dans les détails dans la folie à deux, mais ça nous sert déjà pour comprendre que Lady Macbeth, qu'elle va prendre ce message du côté de l'autre, du réel, elle est aussi dans une position psychotique. Comme va être aussi son époux Macbeth. Qu'est-ce qui va être le déclencheur de la décompensation de Lady Macbeth? Eh bien, quand il y a eu le meurtre, quand son mari va devenir roi, c'est quand son mari a cette hallucination, qu'il est angoissé, et Lady Macbeth, elle est la partie très forte qui va le ressaisir, qui va gérer toute la situation. C'est après cette situation qu'on a, dans les descriptions de Shakespeare, qu'on a après tous les remords. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, elle est forte, elle, mais en voyant la défaillance chez son mari, elle ne pourra pas obtenir ce qu'elle voulait obtenir au départ. C'est le phallus. Et après, pour la psychanalyse, c'est aussi dans l'enfant. Et donc, dans le cas de Lady Macbeth, c'est aussi la préoccupation après de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mais c'est le phallus, ce qu'au départ voulait. Et là, elle réalise qu'elle ne peut pas l'obtenir de lui. Et c'est là qu'il y a la décompensation. Mais à différence de son mari, elle ne va pas développer un délire. C'est elle qui a été l'instigatrice dans la folie à deux. C'est elle la partie qui a mis en route tout ce meurtre. En réalisant ce meurtre, quand ce meurtre s'est réalisé, comme je disais, il n'y a pas eu refoulement de ce qu'on pourrait penser comme se sentir coupable d'avoir instigé ce meurtre. Cette partie-là, elle n'est pas refoulée, elle est forclos. Il y a forclusion. Et c'est quand il y a cette décompensation, quand elle réalise qu'elle ne pourra plus obtenir ce qu'elle voulait obtenir, que tout lui tombe, elle angoisse, et de cette angoisse apparaît ce qui a été forclos. La trace de sang. Ce qui évoque toute sa culpabilité, ses remords de ce qu'elle a provoqué, jusqu'à l'amener ensuite au suicide. Eh bien voilà pour cette interprétation. À la prochaine, au revoir.